Analyse et explication de ça. Bienvenue à Derry, 2025. L'analyse complète de ça. Bienvenue à Derry que vous trouverez ci-dessous synthétise les informations issues de multiples critiques de spectateurs, d'articles de presse et de bases de données spécialisées. Ce préquel ambitieux déploie l'univers de Stephen King avec une approche plus contemplative et historique, suscitant des réactions contrastées. Ces analyses et explications se proposent de décortiquer l'ensemble de la série, en intégrant également des observations internes sur sa construction et sa résonance. Le contexte de production et le synopsis de ça. Bienvenue à Derry pose les fondations d'une expansion narrative audacieuse. Développée par l'équipe créative des films précédents, cette série en 8 épisodes agit comme une pierre angulaire temporelle, nous ramenant en 1962, une génération avant le premier affrontement des losers. Le retour de Bill Skarsgård, à la fois devant et derrière la caméra, garantit une continuité essentielle dans la personnification de la terreur. Autour de lui, le casting, mêlant nouvelles figures et personnages liés au mythe plus large de King, comme le jeune Dick Hallorann, suggère une volonté de tisser une tapisserie interconnectée bien au-delà de Derry. Le récit de ça, Bienvenue à Derry s'articule autour d'un double moteur dramatique qui définit son ambition. La disparition de Matty Clement est l'étincelle qui rallume la peur dans la ville, conduisant à la formation d'un nouveau groupe d'enfants marginaux, écho tragique et répété du futur club des ratés. Parallèlement, l'intrigue militaire, ancrée dans la paranoïa de la guerre froide, introduit une dimension géopolitique inédite. Ce projet secret visant à exploiter l'arme Pennywise pour la défense nationale est une folie caractéristique de l'orgueil humain face à des forces anciennes qu'il ne comprend pas. Les points forts de ça, Bienvenue à Derry résidant dans son expansion patiente et riche du mythe. La série est largement saluée pour sa construction d'atmosphère. Ici, Derry n'est plus seulement un décor, mais un écosystème malade dont on explore les symptômes. Le rythme, délibérément plus lent, permet de s'imprégner de la pourriture morale de la ville, de ses non-dits et de sa complicité passive avec le mal. Cette approche permet d'approfondir la mythologie de l'entité, ses cycles de sommeil et de festin, et la façon dont elle se nourrit des émotions négatives que la ville produit et entretient. Le traitement des thèmes sociaux dans ça, Bienvenue à Derry apporte une profondeur narrative remarquable. En se plaçant en 1962, la série intègre naturellement les tensions raciales de l'époque, comme le subissent la famille Hanlon et le projectionniste Hank Grogan. Ces persécutions ne sont pas de simples éléments de décor, elles font partie intégrante du régime alimentaire de Pennywise. La série suggère avec force que le vrai monstre est souvent le terreau humain de haine et d'indifférence, dont le clown n'est que la manifestation la plus spectaculaire. La peur de l'autre, qu'il soit communiste ou noir, devient un miroir de la peur primale qu'incarnite. Les performances dans ça, Bienvenue à Derry constituent un autre pilier de sa réussite. Bill Skarsgård, avec une maîtrise redoutable, explore de nouvelles nuances de Pennywise. Moins présent peut-être physiquement dans les premiers épisodes, son empreinte est partout. Quand il apparaît, c'est avec une malice différente, adaptée à l'époque et aux peurs de ses nouvelles proies. Le jeune casting, mené par Clara Stack dans le rôle poignant de Lily Bainbridge, apporte une authenticité et une vulnérabilité cruciales pour faire ressentir le poids des traumatismes personnels que le monstre exploite. Les liens avec l'univers étendu de Stephen King dans ça, Bienvenue à Derry sont des pépites savamment distillées pour les initiés. La présence d'un jeune Dick Hallorann n'est pas un simple caméo. Elle crée un pont thématique puissant avec Shining, évoquant la transmission du don et la reconnaissance précoce du mal. La visite d'endroits mythiques comme le Black Spot, seulement évoqué dans le roman, donne une chair tragique à l'histoire de Derry. Ces éléments enrichissent la série d'une densité littéraire et lui confèrent une légitimité dans le canon King. Les points faibles de ça, Bienvenue à Derry sont cependant notables et expliquent les réactions partagées. Le principal reproche concerne un scénario parfois éclaté et un rythme inégal. La double intrigue, bien que thématiquement pertinente, peine à trouver un équilibre parfait. Certains spectateurs ont trouvé la trame militaire moins captivante, créant des moments de décrochage narratif. La lenteur constructive des premiers épisodes, bien qu'atmosphérique, peut paraître laborieuse pour ceux qui cherchent un rythme plus effréné. Les effets visuels de ça, Bienvenue à Derry font, comme dans le second film, l'objet de débats. Certaines créatures ou manifestations de l'entité, trop dépendantes du CGI, peuvent paraître artificielles et rompre l'immersion soigneusement construite par l'ambiance. Ce contraste entre une horreur suggérée, psychologique, et des effets parfois trop ostentatoires crée une dissonance. Le fameux bébé chauve-souris du premier épisode est devenu l'exemple cité par les critiques pour illustrer cette faiblesse, perçue comme un choix esthétique risqué et pas toujours convaincant. Un sentiment de déjà-vu a également été pointé par une partie du public de ça, Bienvenue à Derry.
La structure d'un groupe d'enfants enquêtant sur des disparitions face à un monstre alimenté par la peur, dans une petite ville des années 60, invite inévitablement à la comparaison avec Stranger Things. Bien que l'univers de King soit la source originelle, l'esthétique visuelle et narrative de la série Netflix a tellement imprégné la culture populaire que Bienvenue à Derry peut sembler en être un descendant, malgré sa filiation directe et antérieure. L'analyse thématique approfondie de Ça, Bienvenue à Derry révèle sa complexité. Le thème de l'héritage et du cycle du mal y est central. La série montre que Derry est une machine à reproduire la peur et la violence. Chaque génération doit affronter sa propre version du cauchemar, car la ville étouffe la vérité et perpétue le silence. Les enfants de 1962, comme ceux de 1989, sont les seuls à voir clairement le mal, précisément parce qu'ils n'ont pas encore été complètement corrompus par le cynisme et l'indifférence des adultes de Derry. La peur comme arme politique est brillamment explorée dans Ça, Bienvenue à Derry via l'intrigue militaire. Le désir de capturer et de contrôler Pennywise est une métaphore parfaite de la course aux armements et de la paranoïa de la guerre froide. Il illustre la folie d'une logique qui, pour combattre un mal perçu, le communisme, est prête à en réveiller un autre, bien plus ancien et absolu. Les militaires, dans leur arrogance, ne voient qu'une arme potentielle, et non une entité cosmique affamée, aveuglés qu'ils sont par leur propre peur. Le deuil et la culpabilité portés par le personnage de Lily Bainbridge dans Ça, Bienvenue à Derry offrent une porte d'entrée émotionnelle puissante. Son chagrin n'est pas qu'un trait de caractère, c'est un aimant pour Pennywise. La série excelle à montrer comment le traumatisme personnel ouvre une faille que l'entité peut exploiter. L'horreur ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de la façon dont le monstre torture l'esprit en ressuscitant et en déformant les souvenirs douloureux. Lily représente tous les personnages de King hantés par un passé qui devient une prison littérale. La réception critique et publique de Ça, Bienvenue à Derry présente un bilan contrasté mais globalement positif. La critique professionnelle a majoritairement salué son ambition, sa construction d'ambiance et sa richesse thématique, comme en témoigne le score élevé sur Rotten Tomatoes. En France, des titres comme Télérama ont reconnu son succès à renouveler le mythe par la profondeur plutôt que par la répétition. Cet accueil souligne que la série est perçue comme une œuvre à part entière, et non comme un simple produit dérivé. Côté public, les avis sur Ça, Bienvenue à Derry sont plus polarisés. Les plateformes comme Allociné ou IMDb montrent une division entre les spectateurs qui ont adhéré à sa lenteur atmosphérique et à son développement du lore, et ceux qui ont été frustrés par son rythme, ses effets spéciaux inégaux ou son sentiment de familiarité. Cette division est le lot commun des œuvres qui tentent de s'émanciper d'une formule à succès pour explorer des territoires narratifs différents. Elle reflète l'attente divergente du public entre un pur divertissement horrifique et une expérience plus contemplative. Et la conclusion sur Ça, Bienvenue à Derry doit donc nuancer son public cible. Pour les fans inconditionnels de Stephen King et de la mythologie de Ça, cette série est un cadeau. Elle répond à des questions, en pose de nouvelles, et élargit considérablement la compréhension de Derry et de son habitant le plus célèbre. Elle demande de la patience et une appétence pour l'immersion dans une ambiance plutôt que pour l'enchaînement de scars. Pour les amateurs d'horreur atmosphérique et psychologique, Ça, Bienvenue à Derry constitue une réussite notable. Sa force réside dans la peinture d'une ville toxique, où le mal est dans les murs et dans les regards détournés. La peur y est rampante, fondée sur l'inquiétude et la déliquescence morale, et c'est souvent plus efficace que les jumpscares. En revanche, pour les spectateurs recherchant avant tout l'adrénaline et la dynamique fraternelle des films de Muschietti, ou un clone de Stranger Things, la série peut décevoir. Son rythme délibéré, sa structure narrative éclatée et la place mesurée de Pennywise sous sa forme de clown en font une proposition différente. En résumé, Ça, Bienvenue à Derry est une entreprise ambitieuse et globalement réussie qui prend des risques narratifs. Elle sacrifie parfois la cohésion et le rythme au profit d'un world-building approfondi et d'une réflexion sur la nature cyclique du mal. Elle affirme que la véritable horreur à Derry est un pacte tacite entre une entité ancienne et la noirceur banale du cœur humain, une idée qui marque durablement le spectateur patient et résonne bien au-delà du générique de fin. L'analyse complète de Ça, Bienvenue à Derry se poursuit par une exploration plus substantielle de ses mécanismes narratifs et de son héritage culturel. La série instaure une dialectique fascinante entre le passé mythologique de l'entité et l'histoire récente de l'Amérique, faisant de chaque décennie un chapitre dans le grand livre du mal de Derry. Elle pose les jalons d'une compréhension plus systémique de la terreur, où les institutions humaines deviennent les complices involontaires de forces qu'elles ne sauraient nommer. Le projet militaire apparaît dès leur nom comme une digression, mais comme la manifestation logique d'une époque obsédée par le contrôle et la domination, même sur l'inconnu. La folie des personnages en uniforme réside dans leur cécité face à la nature fondamentalement aliène de ce qu'ils tentent d'apprivoiser.
Leur arrogance est un écho moderne de celle des premiers colons ayant bâti Derry sur un lieu maudit, répétant les mêmes erreurs à travers les siècles. La série dépeint ainsi un cycle de violence institutionnelle qui prépare le terrain pour les festins de Pennywise. Cette lecture politique enrichit considérablement la portée de l'œuvre, la transformant en une fable sur les dangers de l'impérialisme et de la paranoïa d'État. Les peurs géopolitiques de la guerre froide se révèlent être un carburant de choix, aussi nourrissant que les terreurs enfantines les plus intimes. L'entité, en tant que prédateur suprêmement adaptable, sait métaboliser ses angoisses collectives pour se renforcer. Bienvenue à Derry réussit l'exploit de rendre cette idée tangible à travers des intrigues parallèles qui finissent par converger de manière tragique. La ville elle-même fonctionne comme un personnage aux pulsions suicidaires, attirant sans cesse ceux qui cherchent à exploiter son secret pour le pouvoir. Cette dynamique inscrit la série dans la grande tradition des horreurs gothiques américaines, où la maison, ou la ville, est corrompue jusqu'à ses fondations. Le soin apporté à la reconstitution des années 60 n'est donc pas qu'esthétique, il est constitutif du propos. Chaque détail, des automobiles aux affiches de propagande, participe à créer l'écosystème psychique parfait pour l'éclosion de l'horreur. La lenteur du récit, souvent critiquée, devient alors une nécessité pour imprégner le spectateur de cette atmosphère délétère. On ne subit pas la peur de Derry comme un choc soudain, mais comme une intoxication lente et insidieuse. Cette approche exigeante est ce qui élève la série au-dessus d'un simple produit de franchise. Elle construit son cauchemar pierre par pierre, avec la patience d'un architecte du mal. Le résultat est une sensation d'oppression bien plus durable que celle procurée par un jumpscare, une impression tenace que Derry pourrait exister quelque part. Cette vraisemblance troublante est le socle sur lequel repose toute la mythologie étendue. La série agit comme une archéologie de la peur, creusant à travers les strates temporelles pour en exhumer les racines primordiales. Chaque révélation sur l'entité est traitée avec une gravité quasi religieuse, renforçant son statut de force cosmique et non de simple monstre. Le choix de montrer ses autres formes, au-delà du clown, participe de cette entreprise de démystification par l'horreur absolue. Pennywise n'est qu'un masque, un visage commode pour une terreur bien plus informe et ancienne. En explorant cela, Bienvenue à Derry atteint des sommets d'horreur Lovecraftienne, où la simple contemplation de l'essence du mal peut mener à la folie. Le lien avec Dick Hallorann ajoute une couche métaphysique cruciale à cette exploration. Sa présence n'est pas un simple clin d'œil, elle unifie l'univers King autour de l'idée de Shining, cette sensibilité qui est à la fois un don et une malédiction. Elle suggère que certains individus, à travers le temps et l'espace, sont des sentinelles involontaires face à ces brèches dans la réalité. Dans la série, les enfants du nouveau club possèdent cette sensibilité à des degrés divers, faisant d'eux les héritiers d'une lignée de voyants tragiques. Leur combat est donc aussi une initiation douloureuse à une vérité que la plupart des adultes refusent de voir. Cette thématique de la vision face à l'aveuglement volontaire est un fil rouge d'une puissance tragique considérable. Les adultes de Derry, qu'ils soient militaires, parents ou autorités, incarnent tous à leur manière ce refus de regarder l'horreur en face. Leurs motivations peuvent être variées au carriérisme, lâcheté, conformisme, mais leur effet est le même, perpétuer le cycle. La série excelle à montrer la banalité effrayante de cette complicité, qui contraste avec les manifestations spectaculaires de Pennywise. C'est dans ce contraste que réside son horreur la plus percutante. Les monstres ordinaires sont souvent plus terrifiants que le clown, car ils sont réels et reconnaissables. La série ne laisse aucun doute sur le fait que sans eux, l'entité serait bien moins puissante. Cette lecture sociologique fait de Bienvenue à Derry une œuvre profondément politique, au sens le plus noble du terme. Elle dissèque les mécanismes par lesquels une communauté accepte, voire normalise, la présence du mal en son sein. Le racisme subi par les Hanlon n'est pas un soupçon secondaire, c'est le symptôme le plus visible de cette maladie sociale. Pennywise se nourrit de cette haine comme il se nourrit de la peur, car les deux émotions sont sœurs. La série établit un parallèle saisissant entre la violence systémique et la prédation surnaturelle, l'une créant les conditions idéales pour l'autre. En donnant une telle importance à cet aspect, les créateurs font un choix artistique courageux et pertinent. Ils comprennent que l'horreur la plus durable est celle qui s'ancre dans les failles réelles de notre monde. Le personnage de Lily Bainbridge devient l'archétype de cette victime dont la douleur personnelle est exploitée par des forces plus grandes. Son deuil est un territoire que l'entité colonise avec une cruauté méthodique. À travers elle, la série explore la vulnérabilité psychologique comme une porte ouverte sur l'abîme. La performance de Clara Stack est capitale ici, car elle doit incarner une douleur à la fois intime et amplifiée par le surnaturel. Elle réussit à rendre palpable la terreur spécifique de voir ses souvenirs les plus chers transformés en armes contre soi. Cette horreur psychologique est souvent plus efficace que les séquences de monstres en CGI. Elle rappelle que le matériau premier de Pennywise est l'âme humaine, dans toute sa fragilité.
La série utilise habilement l'esthétique des années 60 pour renforcer cette emprise psychologique. Les couleurs saturées, la musique populaire, l'optimisme de surface de l'époque créent un contraste ironique avec la noirceur du récit. Cet écart entre l'apparence et la réalité est au cœur du propos. Derry est une ville qui sourit tout en pourrissant de l'intérieur, à l'image de Pennywise lui-même. La mise en scène joue constamment sur ce décalage, créant un malaise visuel permanent. Chaque plan soigneusement composé semble contenir une menace cachée, une promesse de violence sous le vernis de la normalité. Ce travail formel élève la série au rang d'objet cinématographique à part entière, bien au-delà des standards télévisuels. La direction artistique mérite des éloges particuliers pour avoir recréé un Derry qui se situe à mi-chemin entre la nostalgie et le cauchemar. Les lieux emblématiques, la maison sur la Neibolt Street, les égouts, la tour d'eau sont présentés sous un angle nouveau, enrichissant notre compréhension de leur histoire maudite. Chaque décor raconte une histoire de souffrance accumulée, de mémoire traumatique de la ville. La série fonctionne ainsi comme une visite guidée des enfers, avec Pennywise pour guide démoniaque. Sa présence, même lorsqu'elle est hors champ, se fait sentir dans l'architecture même de Derry, dans ses angles improbables et ses espaces claustrophobes. Cette personnification du décor est une des grandes réussites de la série, fidèle en cela à l'esprit du roman de King. Les liens tissés avec le reste du macrocosme King ne se limitent pas à Halloran. La série sème avec intelligence des références qui parleront aux connaisseurs, sans jamais alourdir le récit pour les néophytes. La mention du Black Spot, l'évocation des rituels amérindiens, les allusions à d'autres forces obscures du Maine, tout contribue à élargir la perspective. On comprend que Derry n'est pas un cas isolé, mais un point de concentration particulièrement actif du mal dans l'univers de l'auteur. Cette impression d'univers cohérent et vaste est extrêmement satisfaisante pour les fans. Elle transforme la série en une pièce maîtresse d'un puzzle plus grand, sans pour autant sacrifier son autonomie narrative. Bienvenue à Derry peut se regarder sans connaissance préalable, mais elle récompense généreusement ceux qui les ont. La critique des effets spéciaux numériques, bien que parfois justifiée, mérite d'être nuancée à la lumière de l'ambition globale. Lorsqu'ils fonctionnent, ces effets servent une vision cauchemardesque et symbolique de l'entité. La scène du bébé chauve-souris, par exemple, peut être lue comme une manifestation de l'horreur de la transformation et de l'impur, thème cher à King. L'imperfection même de certains effets pourrait être interprétée comme le reflet de la nature imparfaite et grotesque du mal qu'il représente. Cela étant, il est indéniable que certaines créations numériques brisent l'immersion par leur artificialité trop flagrante. Ce défaut technique reste le point faible le plus visible d'une série par ailleurs très aboutie sur le plan artistique. Il rappelle la difficulté permanente à représenter l'irreprésentable en cinéma. La comparaison avec Stranger Things est inévitable mais quelque peu injuste. Si les deux œuvres partagent une esthétique et un cadre narratif similaires, leurs intentions profondes diffèrent. Stranger Things est avant tout une ode nostalgique au cinéma de genre des années 80 et à l'aventure juvénile. Bienvenue à Derry plonge dans des eaux bien plus sombres et philosophiques, avec une prémisse fondamentale. Le mal existe, il est éternel, et il se nourrit de nous. Le ton est donc radicalement différent, plus désespéré et moins aventurier. La série de Netflix mise sur le chaleur du groupe et l'espoir, celle d'HBO Max explore la solitude et la terreur existentielle. Les enfants de Derry ne forment pas une équipe soudée dès le départ. Ils sont rassemblés par la peur et la marginalité, un lien beaucoup plus fragile. Cette nuance est essentielle pour apprécier la série pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Le rythme narratif, s'il peut paraître lent, est en réalité mesuré comme un compte à rebours vers l'inéluctable. Chaque épisode ajoute une pierre à l'édifice du désespoir, resserrant lentement l'étau autour des personnages. Cette construction procure une tension sourde, une anxiété diffuse qui finit par devenir presque palpable. La série prend son temps pour faire naître un sentiment de fatalité, l'idée que Derry a déjà gagné, que tout combat n'est qu'un sursis. Cette ambiance pessimiste est une marque de fabrique de l'horreur de King à son meilleur. Elle refuse les solutions faciles et les victoires sans conséquences, préparant le terrain pour le futur combat des losers, qui sera d'autant plus héroïque qu'il semblera perdu d'avance. En cela, Bienvenue à Derry est une tragédie au sens classique du terme. Ces personnages sont aux prises avec des forces qui les dépassent, et leur chute est souvent le résultat de leurs propres faiblesses exploitées par l'ennemi. Le rôle de Bill Skarsgård, bien que peut-être moins central que certains ne l'espéraient, est d'une précision diabolique. Son Pennywise de 1962 est légèrement différent, peut-être plus insidieux, plus en phase avec les peurs de l'époque. Skarsgård joue sur la subtilité, la suggestion, avant de dévoiler la férocité absolue. Il incarne parfaitement l'idée que le clown est un leurre, un appât qui doit séduire avant de terrifier. Ses apparitions sont d'autant plus marquantes qu'elles sont rares et souvent brèves, chaque seconde à l'écran étant chargée d'une intention malveillante.
Cette retenue rend le personnage plus effrayant que s'il était constamment présent, car il hante l'esprit du spectateur entre ses apparitions. La performance est un chef-d'œuvre de contrôle et de menace implicite. La musique et le design sonore méritent une mention spéciale pour leur contribution à l'atmosphère étouffante. La bande-son, évitant les poncifs de l'horreur, utilise souvent le silence, les bruits ambiants déformés, ou des motifs musicaux répétitifs et inquiétants. Elle crée un paysage auditif qui désoriente et angoisse, reflétant l'instabilité de la réalité à Derry. Les moments de calme sont souvent les plus tendus, car on sent que l'horreur peut surgir de n'importe quel détail anodin. Ce travail sur le son est essentiel pour maintenir la tension sur la durée, compensant par l'ambiance ce que le récit peut perdre en rythme. Il ancre la peur dans le ressenti physique du spectateur, une technique horrifique des plus efficaces. En définitive, Ça, Bienvenue à Derry est une œuvre qui assume pleinement son identité de préquelle littéraire et exigeante. Elle ne cherche pas à reproduire le choc des films, mais à en approfondir les fondements. Sa plus grande réussite est d'avoir rendu Derry plus réelle et plus terrifiante que jamais, en montrant les mécanismes humains qui permettent au mal de prospérer. Elle pose des questions profondes sur la mémoire, la complicité et la nature cyclique de la violence. Ses imperfections narratives ou techniques sont contrebalancées par son ambition, sa cohérence thématique et la puissance de son atmosphère. La série laisse une empreinte durable, celle d'une ville où l'horreur n'est pas une invasion, mais une émanation. Elle s'inscrit ainsi dans la lignée des grandes œuvres d'horreur qui utilisent le genre pour parler de notre monde, avec toute l'angoisse et la lucidité que cela implique. Pour le spectateur prêt à s'immerger dans ces eaux troubles, c'est une expérience riche et troublante qui prolonge et renouvelle le mythe de Pennywise de la manière la plus intelligente qui soit. Elle prouve que l'univers de Ça est un puissant fond de récit, pour peu qu'on ait le courage de regarder en face ce qu'il contient. L'analyse de Ça, Bienvenue à Derry révèle une approche fondamentalement archéologique de la terreur, déterrant les strates de violence qui constituent l'histoire officieuse de la ville. Chaque épisode fonctionne comme une fouille méthodique dans le substrat psychique de Derry, exposant les traumatismes collectifs enfouis. La série déplace le focus de la créature monstrueuse vers le terreau qui la nourrit, proposant une réflexion sur l'écologie du mal. Cette perspective élargit considérablement la portée philosophique de l'œuvre, la transformant en une étude des conditions nécessaires à l'éclosion de l'horreur suprême. La lenteur narrative n'est alors plus un défaut mais un outil essentiel pour cette exhumation progressive de la pourriture. On découvre comment les décisions urbaines, les arrangements sociaux et les silences historiques ont sculpté un environnement parfait pour le prédateur. Cette approche systémique distingue la série des œuvres d'horreur plus immédiates, lui conférant une gravité particulière. La ville devient un organisme vivant dont la maladie chronique se manifeste à travers des symptômes sociaux et surnaturels. Chaque institution, de l'usine à la mairie, participe à maintenir l'équilibre malsain nécessaire à la survie de l'entité. La série excelle à montrer cette symbiose toxique à travers des détails apparemment anodins, qui prennent a posteriori une dimension sinistre. Le mal à Derry n'est pas une invasion mais une émanation, un produit de distillation de toutes les petites lâchetés et violences quotidiennes. Cette vision désenchante radicalement l'horreur en la rendant immanente et intrinsèquement liée à la condition humaine. Bienvenue à Derry atteint ainsi une forme de réalisme magique cauchemardesque, où le surnaturel émerge naturellement des failles du réel. La construction des personnages adultes, souvent critiqués dans les adaptations précédentes, gagne ici une épaisseur remarquable. Ils ne sont plus de simples obstacles ou des figures d'autorité aveugles, mais des produits complexes de leur environnement. Leurs compromis, leurs peurs et leurs secrets sont autant de fils tissant la toile qui emprisonne la ville. Chaque adulte porte une part de responsabilité dans l'équilibre malsain, qu'il en soit conscient ou non. Cette nuance morale empêche tout manichéisme et renforce l'impression d'un système dont il est presque impossible de s'échapper. Les enfants, quant à eux, incarnent la possibilité fragile d'une vision non encore corrompue par les arrangements adultes. Leur marginalité n'est pas seulement sociale mais aussi perceptuelle. Ils voient ce que les autres refusent de voir. La série explore avec finesse ce moment de transition où l'innocence, confrontée à l'horreur, doit choisir entre se fermer ou s'engager dans un combat inégal. Le nouveau club des ratés se constitue ainsi non par amitié immédiate, mais par reconnaissance mutuelle d'une vision partagée du monde réel. Cette dynamique est plus amère et moins idéalisée que dans les films, reflétant la dureté de l'époque et du lieu. Les relations entre les enfants sont teintées de la méfiance propre à Derry, qu'ils doivent surmonter pour survivre. La série montre admirablement comment la peur peut à la fois isoler et créer des solidarités improbables. Chaque membre du groupe apporte une perspective unique sur le mal, fondée sur son expérience personnelle de la marginalisation. Leurs peurs individuelles, exploitées par Pennywise, deviennent aussi les points d'entrée pour comprendre les failles de la ville tout entière. La lutte contre l'entité se double ainsi d'une quête identitaire pour ces enfants en marge.
Ils ne combattent pas seulement pour leur survie physique, mais pour le droit d'exister dans un monde qui les rejette. Cette dimension existentielle ajoute une profondeur émotionnelle considérable à l'horreur, faisant de chaque confrontation un enjeu métaphysique. Le traitement du temps dans la série mérite une analyse approfondie, car il dépasse la simple linéarité narrative. Le passé n'est jamais vraiment passé à Derry. Il affleure constamment dans le présent sous forme de traces, de répétitions et de revenants. La série utilise des dispositifs visuels brillants pour matérialiser cette persistance du temps traumatique, superposition, échos sonores, récurrence de motifs architecturaux. Le temps lui-même semble infecté par la présence de l'entité, devenant élastique et perméable. Cette manipulation temporelle crée une angoisse spécifique, celle de vivre dans un présent constamment hanté par des fantômes actifs. Les personnages ont l'impression de rejouer des scénarios écrits longtemps avant leur naissance, ajoutant une couche de fatalité à leur lutte. La série suggère que Derry existe dans une sorte de boucle temporelle maudite, où les mêmes schémas de violence se répètent à travers les générations. La seule façon de briser ce cycle serait une prise de conscience radicale, précisément ce que l'entité cherche à empêcher. En explorant cette dimension, Bienvenue à Derry rejoint les grandes œuvres sur la mémoire collective et ses pathologies. La ville fonctionne comme un organisme souffrant de troubles de la mémoire, incapable de guérir car incapable de se souvenir correctement. Les adultes incarnent cette amnésie volontaire, tandis que les enfants, encore libres de ce refoulement, portent le fardeau de la mémoire vraie. Cette dialectique entre oubli et souvenir est au cœur du conflit dramatique et de l'horreur psychologique. La série montre que regarder l'horreur en face est un acte à la fois nécessaire et potentiellement destructeur. Le choix des années 60 comme cadre temporel n'est évidemment pas anodin et dépasse la simple nostalgie esthétique. Cette décennie charnière, entre l'optimisme de l'après-guerre et les convulsions sociales à venir, offre un terrain parfait pour explorer les contradictions américaines. Derry apparaît comme une micro-société où les tensions nationales, raciales, générationnelles, politiques, sont exacerbées jusqu'à l'horreur. La série utilise le contexte historique non comme un décor mais comme un amplificateur des thèmes centraux. La peur du communiste, de l'étranger, du différent, trouve son expression ultime dans la peur de l'autre absolu qu'est Pennywise. Le projet militaire d'instrumentalisation de l'entité est la concrétisation logique d'une mentalité de guerre froide prête à pactiser avec n'importe quel démon pour assurer sa suprématie. Cette intrigue, loin d'être accessoire, ancre le surnaturel dans le réel historique le plus concret. Elle montre comment les idéologies dominantes peuvent aveugler au point de ne plus distinguer une arme d'un dieu affamé. Les scientifiques et militaires de la base aérienne représentent la rationalité instrumentale poussée à son paroxysme, une folie qui se croit raison. Leur échec est inévitable car ils appliquent à une entité métaphysique des catégories purement matérielles. La série propose ainsi une critique subtile de la technoscience déshumanisée, incapable d'appréhender les dimensions irrationnelles de l'existence. Ce thème résonne profondément avec les inquiétudes contemporaines sur les technologies échappant à tout contrôle. Bienvenue à Derry suggère que certaines forces ne peuvent ni ne doivent être domestiquées, sous peine de déchaîner des catastrophes imprévisibles. Le rapport à l'espace est tout aussi crucial que le rapport au temps dans la construction de l'horreur. Derry est dépeinte comme une topographie psychotique, où la géographie physique reflète la géographie mentale de ses habitants. Les frontières entre intérieur et extérieur, public et privé, souterrain et surface, sont constamment brouillées. Pennywise circule librement dans ces interstices, profitant de la perméabilité anormale de l'espace derrien. La série utilise des plans larges pour montrer l'isolement menaçant de la ville, et des plans serrés pour créer un sentiment de claustrophobie dans ces rues apparemment normales. Chaque lieu possède une mémoire traumatique qui peut se réactiver à tout moment, transformant un espace familier en piège potentiel. Cette instabilité spatiale génère une anxiété permanente chez le spectateur, qui ne peut jamais se fier à l'apparence des lieux. La maison, lieu traditionnel de sécurité, devient particulièrement dangereuse, reflétant la déliquescence de la cellule familiale à Derry. Les scènes domestiques sont souvent les plus inquiétantes, car c'est là que le mal se niche au plus près des personnages. La série excelle à montrer comment l'horreur infiltre le quotidien le plus banal, rendant tout sanctuaire potentiellement vulnérable. Cette invasion de l'intime est l'une des terreurs les plus efficaces qu'elle déploie. Le folklore local et les légendes urbaines jouent un rôle essentiel dans la narration, servant de pont entre le passé et le présent, le réel et le surnaturel. Les histoires que se racontent les personnages, souvent incomplètes ou déformées, contiennent des vérités essentielles sur la nature de l'entité. La série montre magnifiquement comment le savoir se transmet, ou ne se transmet pas, dans une communauté malade, par bribes et sous forme codée. Les enfants, en rassemblant ces fragments, accomplissent un travail de détective mythologique vital pour leur survie. Ce processus de recherche et de déchiffrement est l'un des grands plaisirs narratifs de la série,
qui invite le spectateur à participer à l'enquête. Chaque indice, qu'il soit un article de journal ancien, un graffiti ou un chant d'enfant, ajoute une pièce au puzzle monstrueux. Cette construction par accumulation rend la révélation finale d'autant plus satisfaisante qu'elle a été patiemment préparée. La série respecte ainsi l'intelligence du spectateur, lui offrant les mêmes indices qu'au personnage. La dimension sensorielle de l'horreur est remarquablement bien rendue, dépassant le simple registre visuel. La série accorde une attention particulière aux sons, aux textures, aux odeurs, pour créer une immersion sensorielle totale dans l'univers de Derry. Les scènes dans les égouts sont pratiquement synesthésiques, le spectateur pouvant presque sentir l'humidité froide et l'odeur de pourriture. Cette sollicitation multisensorielle renforce l'impression de réalité cauchemardesque et ancrée physiquement. L'horreur n'est pas seulement vue ou entendue, elle est ressentie dans tout le corps, à travers la mise en scène. Les moments de silence sont particulièrement efficaces, créant une attente angoissante où la moindre perception devient potentiellement menaçante. La série joue habilement sur les seuils de perception, suggérant parfois des présences à la limite du champ auditif ou visuel. Cette esthétique de la perception troublée correspond parfaitement à l'expérience des personnages, dont les sens sont constamment mis à l'épreuve. Le spectateur est ainsi placé dans une position similaire, forcé de tendre l'oreille et de scruter l'image pour détecter la menace. Cette identification sensorielle est un outil puissant pour générer une peur viscérale et durable. La question du langage et de la communication est centrale dans l'œuvre, où le silence et les non-dits sont aussi dangereux que les monstres. Derry est une ville du secret, où la vérité ne circule pas librement mais est étouffée, déformée ou enfermée. Les personnages qui tentent de nommer l'horreur, de la mettre en mots, se heurtent à l'incompréhension ou au rejet. La série explore la difficulté, voire l'impossibilité, de communiquer une expérience traumatique extrême. Le langage lui-même semble inadéquat pour décrire la réalité de l'entité, ce qui renforce l'isolement des victimes. Les enfants doivent inventer leur propre vocabulaire, leurs propres métaphores, pour apprivoiser l'innommable. Ce processus de création langagière est une forme de résistance à l'emprise du mal, qui prospère dans le silence. La série montre que nommer la chose, même imparfaitement, c'est déjà regagner un peu de pouvoir sur elle. Les dialogues sont souvent empreints de sous-entendus et de choses laissées inexprimées, reflétant la culture du secret de la ville. Cette économie de parole crée une tension constante, où chaque réplique peut cacher une menace ou une vérité terrible. L'importance des artefacts et des objets dans la narration mérite d'être soulignée, car ils agissent comme des condensés de mémoire traumatique. Une photo, un jouet, un vêtement, peuvent devenir des portes d'entrée vers le passé ou des aimants à manifestations horrifiques. La série utilise ces objets pour matérialiser les liens invisibles entre les époques et les personnages. Chaque artefact raconte une histoire de perte, de violence ou de peur, s'ajoutant à la bibliothèque maudite de Derry. Les enfants, en manipulant ces objets, s'exposent aux souvenirs qu'ils contiennent, risquant la possession ou la folie. Cette dimension quasi fétichiste de l'horreur rappelle que le mal s'attache aussi aux choses, contaminant le monde matériel. La série crée ainsi une atmosphère où aucun objet n'est totalement innocent, où la signification menaçante peut surgir de n'importe quel élément du quotidien. Cette attention aux détails objectals enrichit considérablement la texture narrative et horrifique. Le traitement de la famille, institution centrale à Derry, est particulièrement subversif et angoissant. Loin du refuge traditionnel, la famille est ici un lieu de transmission de la peur et du secret. Les liens du sang peuvent devenir des chaînes, les parents des figures de menace plutôt que de protection. La série explore diverses configurations familiales dysfonctionnelles, chacune nourrissant à sa manière l'entité. L'amour familial lui-même peut être détourné, utilisé comme un appât ou un moyen de manipulation par Pennywise. Cette corruption de l'intime est l'une des terreurs les plus profondes que la série déploie, touchant à un besoin humain fondamental de sécurité affective. Les enfants sont souvent pris dans un conflit déchirant entre leur loyauté familiale et la nécessité de survivre. La série montre avec acuité comment les pathologies familiales s'inscrivent dans les pathologies plus larges de la ville, formant un système emboîté de violence. Cette analyse sociale fine élève l'œuvre au-dessus du simple spectacle d'horreur. La dialectique entre le groupe et l'individu est explorée avec une grande finesse psychologique. La formation du club des ratés n'est pas un processus idyllique mais une nécessité douloureuse, chaque membre devant surmonter sa méfiance naturelle. La série montre les tensions, les conflits et les trahisons potentielles au sein du groupe, évitant tout angélisme. La solidarité qui finit par se créer est d'autant plus précieuse qu'elle est fragile et constamment menacée, tant de l'extérieur que de l'intérieur. L'individu face au groupe, le groupe face à la ville face à l'entité. Ces cercles concentriques structurent la narration et les conflits. La série pose la question de savoir ce que l'individu doit sacrifier de son autonomie pour appartenir à un groupe de survie.
Cette réflexion sur les dynamiques collectives en situation extrême ajoute une dimension sociologique passionnante. Les personnages doivent constamment négocier entre leur intérêt personnel et le bien du groupe, dans un contexte où l'erreur peut être mortelle. Cette tension dramatique permanente maintient un niveau d'incertitude et d'anxiété élevé tout au long de la série. L'utilisation des mythes et archétypes, au-delà de la simple référence Lovecraftienne, structure en profondeur la narration. L'entité elle-même est présentée comme une forme de dieu archaïque, exigeant des sacrifices et se nourrissant de la croyance, ici, la peur, de ses fidèles. La série puise dans les mythologies amérindiennes, les folklores européens et les récits bibliques pour construire sa propre mythologie cohérente. Cette intertextualité enrichit l'œuvre d'une résonance culturelle large, l'inscrivant dans une longue tradition de récits sur le mal. Les personnages, à leur insu, rejouent des rôles archétypaux, le héros réticent, le sage, le traître, le sacrifice. La série joue avec ces codes, les respectant parfois, les subvertissant à d'autres moments, maintenant ainsi un intérêt narratif soutenu. Cette dimension mythologique donne une ampleur épique au conflit, transformant une histoire d'horreur locale en une lutte de dimension cosmique. Le spectateur comprend que ce qui se joue à Derry dépasse largement les frontières de la ville, concernant l'équilibre même entre les forces de la création et de la destruction. Le traitement de la violence, à la fois physique et psychologique, est remarquablement contrôlé et significatif. La série évite le gore gratuit au profit d'une violence souvent suggérée, d'autant plus efficace qu'elle laisse place à l'imagination. Les moments d'extrême violence sont rares mais d'autant plus choquants, servant de point de rupture dans la tension narrative. La violence psychologique, plus diffuse, est peut-être encore plus dérangeante, car elle mine insidieusement l'intégrité des personnages. La série montre comment la peur constante, l'incertitude et la menace implicite peuvent détruire une personne de l'intérieur. Cette attention à la dimension traumatique de l'horreur est l'une de ses grandes forces, évitant de réduire l'expérience à un simple frisson. Les personnages portent les séquelles de leur rencontre avec l'entité, sous forme de cauchemars, de phobies ou de comportements d'évitement. Cette représentation réaliste des conséquences psychologiques ajoute une épaisseur dramatique considérable. La série ne laisse pas ses personnages indemnes après leurs épreuves. Ils sont transformés, souvent de manière irréversible, par ce qu'ils ont vécu. Cette approche respecte la gravité des thèmes abordés et renforce l'impact émotionnel sur le spectateur. La mise en scène de la lumière et de l'obscurité est un élément clé de l'esthétique horrifique et symbolique de la série. Derry est une ville de contrastes violents, où la lumière du jour peut être aussi trompeuse que l'obscurité la plus profonde. La série utilise des éclairages expressionnistes, des jeux d'ombre et de contre-jour pour créer un sentiment d'instabilité permanente. L'obscurité n'est pas seulement l'absence de lumière mais une présence active, palpable, qui semble vouloir engloutir les personnages. Les scènes nocturnes sont tournées avec une attention particulière aux nuances de noir, évitant la simple obscurité uniforme. La lumière artificielle, réclampe, néon, phare, est souvent faible, vacillante, incapable de percer vraiment les ténèbres. Cette esthétique lumineuse reflète la lutte entre la connaissance et l'ignorance, la vérité et le mensonge, thèmes centraux de la série. Les moments de révélation sont souvent accompagnés de changements subtils dans l'éclairage, comme si la réalité elle-même se modifiait. Cette maîtrise technique au service du sens est l'un des marqueurs de la qualité de la production. Le rythme musical et sonore mérite une analyse approfondie pour son rôle dans la construction de l'atmosphère. La bande-son originale évite les poncifs du genre, mêlant des motifs atonaux inquiétants à des mélodies nostalgiques déformées. L'utilisation de silences et de bruits ambiants amplifiés, craquements, souffles, chuchotements, crée un paysage sonore paranoïaque. La musique diégétique, radio, jukebox, est souvent utilisée de manière ironique ou menaçante, contrastant avec l'action à l'écran. Les leitmotivs associés à Pennywise sont subtils, souvent à la limite de l'audible, pour une peur subliminale. La série joue brillamment avec les attentes sonores du spectateur, les frustrant ou les comblant au moment le plus inattendu. Cette manipulation auditive participe pleinement à l'expérience immersive et anxiogène. Le son devient un personnage à part entière, une présence invisible qui enveloppe et menace les personnages. Cette dimension acoustique de l'horreur est souvent plus efficace que les manifestations visuelles les plus spectaculaires. L'importance des saisons et des cycles naturels dans la narration symbolique ne doit pas être sous-estimée. Derry semble couper des rythmes naturels normaux, figés dans un éternel automne psychologique. La série utilise les éléments météorologiques, pluie, brouillard, vent, pour refléter les états émotionnels et les tensions narratives. Les tempêtes coïncident souvent avec les moments de crise ou de révélation, dans une tradition littéraire bien établie. L'absence de vrai printemps, de renouveau, symbolise l'impossibilité pour la ville de guérir de ses traumatismes. La nature elle-même semble corrompue à Derry,
les arbres ayant des formes torturées, les animaux un comportement anormal. Cette contamination de l'environnement naturel renforce l'idée d'un mal total, affectant tous les aspects de l'existence. La série crée ainsi un écosystème horrifique complet, où rien n'échappe à l'influence de l'entité. Cette attention aux détails environnementaux participe à la cohérence et à la richesse de l'univers créé. Le traitement des personnages féminins, longtemps un point faible des adaptations d'horreur, est ici particulièrement réussi. Les femmes de Bienvenue à Derry ne sont pas des victimes passives mais des agents actifs de leur destin, aux prises avec les contraintes sociales de leur époque. Le personnage de Lily Bainbridge incarne une forme de résilience tragique, transformant son deuil en une force de compréhension. Les mères, les sœurs, les amies ont toutes des arcs narratifs significatifs, évitant les stéréotypes de genre. La série explore les formes spécifiques de peur et de marginalisation vécues par les femmes dans les années 60, sans jamais en faire un simple argument moral. Leurs combats contre l'entité sont souvent liés à des luttes pour l'autonomie et la reconnaissance personnelle. Cette dimension féministe subtile mais présente enrichit la texture sociale et psychologique de l'œuvre. Les relations entre personnages féminins sont dépeintes avec nuance, montrant des solidarités complexes et des rivalités réalistes. Cette représentation équilibrée participe à la modernité et à la pertinence de la série. L'humour, présent par touches discrètes, sert de contrepoint essentiel à l'horreur omniprésente. Cet humour est souvent noir, ironique, lié à l'absurdité de certaines situations ou au cynisme de certains personnages. Il permet de relâcher temporairement la tension, rendant les retours de l'angoisse d'autant plus efficaces. Les dialogues des enfants contiennent des moments de légèreté et d'espièglerie qui humanisent les personnages et renforcent l'empathie du spectateur. Cet équilibre entre humour et horreur est une marque de fabrique de l'écriture de Stephen King, que la série adapte avec finesse. Les moments comiques ne diminuent jamais la menace sous-jacente mais créent au contraire un contraste saisissant. Cet humour sert aussi de mécanisme de défense pour les personnages, une façon de tenir à distance une réalité trop terrible à affronter frontalement. La série comprend que le rire et la peur sont deux réactions physiologiques proches, et joue de cette proximité. Cette maîtrise des tonalités multiples est le signe d'une maturité narrative rare dans le genre. La construction des cliffhangers et des révélations progressives témoignent d'une maîtrise experte du suspense sériel. Chaque épisode se termine sur une question, une découverte ou une menace qui pousse à regarder le suivant. Ces moments de rupture sont calibrés avec précision pour maintenir un investissement émotionnel fort sur la durée. Les révélations majeures sur la nature de l'entité ou le passé de Derry sont distribuées parcimonieusement, créant un sentiment de progression constante. La série évite les twists gratuits au profit de développements organiques, préparés par des indices subtils. Cette construction patiente respecte l'intelligence du spectateur et renforce la cohérence de l'univers. Les connexions entre les différentes intrigues, enfants, militaires, adultes, sont révélées progressivement, créant des moments de convergence satisfaisants. Cette architecture narrative complexe mais solide est l'une des grandes réussites de la série. Le traitement de la mort et de la mortalité est profondément ancré dans une perspective existentialiste angoissante. La présence constante de la mort à Derry, sous forme de disparition, d'accidents et de violence, crée une atmosphère de fin du monde au ralenti. Les personnages sont confrontés à leur propre mortalité de manière concrète et immédiate, forçant des prises de conscience brutales. La série explore les différentes façons de réagir face à cette menace existentielle, déni, fuite, résignation ou combat désespéré. La mort n'est pas seulement une fin physique mais une perte de sens, une annihilation de l'identité face à l'absurde. Cette dimension philosophique élève l'horreur au rang de méditation sur la condition humaine. Les scènes de deuil et de perte sont traitées avec une gravité et une subtilité remarquables, évitant tout mélodrame facile. La série montre comment la présence de la mort transforme les vivants, les rendant plus vulnérables ou plus forts, selon les cas. Cette exploration de la thanatologie narrative est l'un des aspects les plus matures et les plus impressionnants de l'œuvre. L'importance des rituels et des routines comme barrière contre le chaos est un thème récurrent et fascinant. Les personnages, enfants comme adultes, s'accrochent à des rituels quotidiens pour maintenir un semblant de normalité face à l'horreur. Ces routines, repas, travail, jeux, deviennent des remparts fragiles contre l'invasion du surnaturel dans le quotidien. La série montre magnifiquement comment ces rituels se dégradent progressivement à mesure que l'emprise de l'entité se renforce. La perte des repères temporels et spatiaux normaux est un signe avant-coureur de danger imminent. Les personnages doivent parfois inventer de nouveaux rituels, des pratiques magiques ou des règles de survie, pour faire face à la menace. Cette dimension anthropologique de l'horreur, montrant comment les humains créent du sens et de l'ordre face au chaos, est profondément intéressante. Les rituels collectifs du Club des Ratés, serments, mots de passe, lieux de rencontre, sont essentiels à leur cohésion et à leur résistance.
Cette attention aux micro-pratiques culturelles ajoute une épaisseur réaliste et relatable à l'univers fantastique. Le concept de lieu de pouvoir ou de Time-Place, lieu où la frontière entre les mondes est mince, est central dans la géographie mystique de Derry. Certains endroits, la maison Nebolt, les égouts, la tour d'eau, sont des points de convergence particulièrement actifs pour les forces surnaturelles. La série explore ces loci terribili avec un sens aigu du mystère et de la sacralité inversée. Ces lieux possèdent une histoire accumulée de violence et de sacrifices qui les chargent d'une énergie négative palpable. Les personnages doivent apprendre à reconnaître et à éviter ces zones de danger accru, ou à les affronter lorsqu'ils n'ont pas le choix. Cette cartographie du mal donne une structure tangible à la menace, permettant aux spectateurs de suivre la progression spatiale de l'horreur. La série utilise des plans larges et des mouvements de caméra spécifiques pour signaler l'approche de ces zones frontières. Cette attention à la spatialité sacrée, ou profanée, enrichit considérablement la dimension mythologique de l'œuvre. Le traitement des personnages masculins, dans leur diversité, évite également les clichés du genre. Les hommes de Derry sont montrés dans toute leur complexité. Pères protecteurs ou défaillants, militaires idéalistes ou cyniques, enfants vulnérables ou courageux. La série explore les pressions sociales pesant sur la masculinité dans les années 60 et comment ces pressions peuvent conduire à la violence ou au héroïsme. Les relations entre hommes, père-fils, frères, amis, sont dépeintes avec une nuance remarquable, montrant des affects complexes souvent réprimés. La vulnérabilité masculine n'est pas présentée comme une faiblesse mais comme une dimension humaine essentielle. Cette représentation équilibrée contribue à la richesse psychologique des personnages et à l'empathie du spectateur. Les conflits internes des personnages masculins sont aussi importants que leur combat contre l'entité, créant des arcs dramatiques satisfaisants. Cette approche humaniste et non stéréotypée est l'un des points forts de l'écriture des personnages. L'exploration des différentes formes de pouvoir, social, économique, politique, surnaturel, et de leurs interactions est un thème sous-jacent crucial. Derry est un microcosme où les hiérarchies sociales traditionnelles sont perturbées par la présence de l'entité. Le pouvoir de Pennywise transcende et souvent inverse les pouvoirs humains, créant une méta-hiérarchie terrifiante. La série montre comment les détenteurs du pouvoir social, maires, industriels, militaires, tentent de négocier avec ou d'exploiter ce pouvoir supérieur, généralement avec des résultats désastreux. Les marginaux, privés de pouvoir social, développent parfois d'autres formes de pouvoir, psychique, moral, communautaire, pour résister. Cette analyse des dynamiques de pouvoir ajoute une dimension politique sophistiquée à la narration. Les alliances contre nature entre différentes formes de pouvoir sont souvent au cœur des conflits les plus intéressants. Cette réflexion sur la nature et l'exercice du pouvoir donne à la série une résonance bien au-delà du cadre horrifique. L'importance des médias et de la communication de masse dans la dissimulation de la vérité est un aspect moderne et pertinent. Les journaux locaux, la radio, les premières télévisions sont montrées comme des outils de désinformation ou de minimisation des événements horribles. La série explore comment une communauté peut construire un récit officiel qui nie l'évidence surnaturelle, par conformisme ou par peur. Les personnages qui tentent de parler à travers les médias se heurtent à la censure, à l'autocensure ou au ridicule. Cette dimension médiatique de la conspiration du silence est particulièrement efficace dans le contexte des années 60, avant l'ère d'Internet. Elle rappelle que le contrôle de l'information est un aspect essentiel du maintien de tout système oppressif, même surnaturel. Les médias deviennent ainsi des acteurs à part entière dans l'économie de la peur à Derry. Cette critique des médias traditionnels ajoute une couche de pertinence sociale à la série. Le traitement de la mémoire individuelle et collective face au traumatisme est l'un des fils conducteurs les plus puissants. Les personnages sont hantés par des souvenirs personnels que l'entité exploite, mais aussi par des souvenirs collectifs dont ils ignorent souvent l'existence. La série montre brillamment comment les traumatismes historiques, massacres, incendies, injustices, continuent de façonner le présent de Derry. La mémoire elle-même devient un champ de bataille, où l'entité cherche à effacer ou à déformer le passé pour affaiblir ses adversaires. Les personnages doivent reconstituer cette mémoire fragmentée pour comprendre la nature de leur ennemi et trouver des faiblesses. Ce travail de mémoire est présenté comme un acte à la fois nécessaire et dangereux, pouvant mener à la folie. La série suggère que faire face à l'histoire traumatique d'une communauté est la seule façon de briser les cycles de violence. Cette dimension mémorielle donne une profondeur historique et émotionnelle exceptionnelle à l'œuvre. Le concept de sacrifice et de rédemption est exploré avec une gravité quasi biblique dans les derniers épisodes. Certains personnages sont confrontés à des choix impossibles impliquant le sacrifice de soi ou d'autrui pour le bien supérieur. La série évite les solutions faciles, montrant que les sacrifices ont un coût psychologique et moral immense. La question de la rédemption,
pour des personnages marqués par la culpabilité ou la complicité passive, est posée avec acuité. Ces thèmes universels sont traités dans le contexte spécifique de l'horreur surnaturelle, ce qui les renforce plutôt que les affaiblit. Les moments de sacrifice sont filmés avec une solennité et une retenue qui en augmentent l'impact émotionnel. La série montre que dans l'économie du mal à Derry, rien n'est gratuit, et chaque victoire a un prix terrible à payer. Cette approche morale complexe évite le manichéisme et donne toute sa gravité au conflit. L'utilisation des références intertextuelles au cinéma d'horreur et à la culture populaire des années 60 est à la fois ludique et significative. Les affiches de films, les chansons à la radio, les émissions de télévision ne sont pas de simples éléments de décor mais commentent souvent l'action. Cette couche de métatextualité crée un dialogue fascinant entre la série et l'histoire culturelle de l'horreur. Les connaisseurs du genre y trouveront des clins d'œil savants, mais ces références ne distraient jamais du récit principal. Au contraire, elles enrichissent l'univers diégétique en l'inscrivant dans une tradition plus large. La série montre comment la culture populaire façonne les peurs et les imaginaires des personnages, leur fournissant parfois des outils pour comprendre l'incompréhensible. Cette dimension autoréflexive ajoute une sophistication intellectuelle à l'œuvre, sans jamais tomber dans le pédantisme. Elle rappelle que l'horreur est aussi un genre conscient de ses propres codes et traditions. Le traitement de la frontière entre enfance et âge adulte est au cœur du drame des personnages adolescents. La série montre ce moment fragile où l'innocence se perd, où le monde adulte avec ses compromis et ses lâchetés devient perceptible. Pour les enfants de Derry, cette transition est accélérée et violente, forcée par la confrontation avec l'horreur absolue. Ils doivent acquérir une maturité tragique pour survivre, au prix d'une perte irrémédiable. Cette initiation forcée est l'un des aspects les plus poignants de la série, traité avec une grande sensibilité. Les personnages oscillent entre des comportements enfantins, jeux, complicité, et des responsabilités d'adultes, protection des plus faibles, prise de décisions vitales. Cette tension identitaire renforce l'empathie du spectateur et la profondeur psychologique des personnages. La série suggère que face à l'horreur, les catégories d'âge traditionnelles perdent de leur pertinence, créant une communauté d'expérience par-delà les générations. L'importance de l'eau comme élément symbolique et littéral récurrent mérite une attention particulière. Les égouts, la rivière, la tour d'eau, la pluie constante, l'eau est omniprésente à Derry, sous des formes souvent menaçantes. Elle symbolise l'inconscient collectif de la ville, les secrets enfouis qui refont surface, la fluidité trompeuse de la réalité. L'entité elle-même est liée à l'eau, émergeant des profondeurs pour se nourrir. Cette association renforce l'idée d'un mal ancien, primitif, antérieur à la civilisation humaine. Les scènes aquatiques sont tournées avec une attention particulière à la texture, à la lumière, créant une esthétique unique de terreur liquide. L'eau devient un médium de transmission de la peur, un élément de dissolution des frontières et des certitudes. Cette symbolique aquatique cohérente et riche ajoute une dimension presque onirique à l'horreur. Elle rappelle que la peur la plus profonde est souvent celle de l'engloutissement, du retour à un état indifférencié et primal. Le traitement du temps long, géologique et historique, donne une perspective vertigineuse au conflit. Les références aux ères préhistoriques, aux premières tribus amérindiennes, aux colons du XVIIe siècle, inscrivent l'histoire de Derry dans une temporalité immense. L'entité elle-même est présentée comme une force quasi-éternelle, dont la présence précède largement l'arrivée des humains. Cette perspective temporelle élargie donne une dimension cosmique à l'horreur, dépassant le cadre local. Les personnages doivent affronter non seulement un monstre, mais la réalisation de leur propre insignifiance dans l'échelle du temps cosmique. Cette angoisse existentielle s'ajoute aux terreurs plus immédiates, créant une palette émotionnelle complexe. La série montre comment les différents régimes temporels, cosmiques, historiques, biographiques, quotidiens, interagissent et entrent en conflit à Derry. Cette maîtrise des échelles temporelles est l'un des aspects les plus ambitieux et les plus réussis de la narration. L'exploration des différentes théories du mal, métaphysiques, psychologiques, sociales, crée une réflexion philosophique en acte. La série ne propose pas une explication unique mais entremêle différentes perspectives, laissant au spectateur le soin de les synthétiser. Cette approche ouverte et complexe est fidèle à l'esprit du roman de King, qui refuse les explications simplistes. Les personnages eux-mêmes débattent de la nature du mal qu'ils affrontent, apportant chacun sa propre grille d'interprétation. Cette dimension métatextuelle, où l'œuvre réfléchit sur ses propres présupposés génériques, est particulièrement stimulante. La série montre que le mal peut être à la fois une entité réelle, une projection des peurs humaines, et un produit des structures sociales. Cette multiplicité d'explications ne fragmente pas l'œuvre mais au contraire la renforce, créant une impression de vérité psychologique et narrative. Cette richesse conceptuelle est l'une des raisons pour lesquelles la série mérite une analyse approfondie.
Le rôle de la nourriture et de la consommation comme métaphore de la prédation est un motif subtil mais récurrent. Les repas de famille qui tournent mal, la nourriture qui pourrit anormalement vite, les références au cannibalisme symbolique. La série utilise l'alimentation pour parler de consommation au sens large. Pennywise lui-même consomme la peur, dévorant ses victimes physiquement et psychiquement. Cette économie de la consommation devient une métaphore du capitalisme prédateur, de l'exploitation sous toutes ses formes. Les relations sociales à Derry sont souvent décrites en termes alimentaires, qui mange qui se nourrit de qui, créant une impression de jungle sociale impitoyable. Cette symbolique alimentaire renforce l'idée d'un écosystème complet de prédation, où chaque niveau se nourrit du niveau inférieur. Cette cohérence symbolique à travers des motifs apparemment simples témoigne de la richesse de l'écriture et de la mise en scène. L'importance des sens autres que la vue et l'ouïe dans la construction de l'horreur mérite d'être soulignée. La série accorde une attention particulière au toucher, textures gluantes, froids anormaux, contacts intrusifs, à l'odorat, odeur de pourriture, de moisi, de sang, voire au goût, saveur métallique de la peur. Cette sollicitation multisensorielle crée une immersion physique rare dans le genre, rendant l'expérience horrifique plus viscérale. Les personnages perçoivent souvent la présence de l'entité à travers ces sensations avant de la voir, créant une angoisse de l'invisible. Cette approche sensorielle totale correspond à une conception de l'horreur comme expérience corporelle totale, dépassant le simple registre visuel. Elle rappelle que la peur est d'abord une réaction physiologique avant d'être un état mental. Cette maîtrise des dimensions sensorielles de la mise en scène est l'un des marqueurs de la qualité de la production. Le traitement des personnages âgés, détenteurs de mémoire fragmentaire du passé, est particulièrement réussi. Ces figures souvent marginalisées, ermites, originaux, survivants, deviennent des sources cruciales d'informations sur l'histoire secrète de Derry. La série montre comment la société rejette ces témoins gênants, préférant l'oubli à la vérité difficile. Leurs récits, souvent décousus ou délirants en apparence, contiennent des noyaux de vérité essentiels. Ces personnages incarnent le coût personnel de la connaissance du mal, montrant comment une vie peut être détruite par ce qu'on a vu. Ils servent aussi de mise en garde pour les jeunes personnages, montrant le prix possible de leur quête de vérité. Cette attention aux générations oubliées enrichit la texture sociale et historique de la série. Elle rappelle que l'histoire n'est pas seulement écrite par les vainqueurs, mais aussi vécue par ceux qui survivent à ces traumatismes. L'exploration des différentes formes de communauté, familiale, amicale, sociale, mystique, et de leur résistance à l'horreur est un thème central. La série montre comment les communautés traditionnelles, familles, villes, échouent souvent à protéger leurs membres, voire les trahissent. En réponse, les personnages doivent créer des communautés alternatives, fondées sur le choix et l'expérience partagée plutôt que sur le sang ou le territoire. Le Club des Ratés est l'exemple parfait de cette communauté élective, fragile mais résistante. La série explore les conditions nécessaires à la survie de ces micro-communautés face à des forces destructrices. Cette réflexion sur les formes de solidarité en situation extrême a une résonance universelle, dépassant le cadre horrifique. Elle montre que face au mal, qu'il soit naturel ou surnaturel, c'est la qualité des liens humains qui détermine souvent la survie. Cette dimension communautaire humaniste est l'un des messages les plus positifs et les plus profonds de la série. Le traitement de la technologie, entre fascination et méfiance, reflète les ambivalences de l'époque. Les appareils militaires high-tech contrastent avec le monde archaïque de l'entité, créant un choc culturel et symbolique. La série montre les limites de la technologie face à des phénomènes qui échappent aux catégories rationnelles. Les instruments de mesure, les systèmes de surveillance, les armes sophistiquées, échouent à capturer ou à contrôler l'essence du mal. Cette critique de la technoscience toute-puissante est particulièrement pertinente dans notre contexte contemporain. En même temps, la série ne tombe pas dans un antimodernisme simpliste, montrant comment certaines technologies, la radio amateur, la photographie, peuvent aussi servir la résistance. Cette approche nuancée de la technique évite les clichés et enrichit la réflexion sur les relations entre modernité et irrationalité. Elle rappelle que le progrès technologique ne protège pas nécessairement des peurs les plus archaïques. L'importance des arts et de la créativité comme arme contre l'horreur est un thème touchant et profond. Les dessins des enfants, les histoires qu'ils s'inventent, les chansons qu'ils chantent, deviennent des moyens de traduire et d'apprivoiser l'innommable. La série montre comment l'acte créatif peut être une forme de résistance psychique, un moyen de réaffirmer l'humanité face à la déshumanisation. Les personnages qui conservent leur capacité à créer, à imaginer, à symboliser, sont souvent ceux qui résistent le mieux à l'emprise de l'entité. Cette célébration de l'imagination comme pouvoir salvateur est au cœur de l'œuvre de Stephen King et est parfaitement adaptée ici. Elle rappelle que face à l'horreur du réel, la fiction n'est pas une fuite mais un outil de survie et de compréhension.
Cette dimension métalittéraire donne à la série une profondeur autoréflexive remarquable. Le traitement des émotions négatives, peur, colère, jalousie, tristesse, comme matériaux du mal est particulièrement sophistiqué. La série ne diabolise pas ces émotions naturelles, mais montre comment elles peuvent être détournées, amplifiées, exploitées par une intelligence malveillante. Les personnages doivent apprendre à reconnaître et à gérer leurs émotions pour ne pas devenir des proies faciles. Cette approche psychologique fine évite le moralisme simpliste sur les bonnes et mauvaises émotions. Au contraire, elle montre que c'est souvent la répression ou le refoulement de ces émotions qui crée des vulnérabilités. La série suggère qu'une acceptation lucide et courageuse de l'ensemble de la vie émotionnelle est essentielle pour résister à la manipulation. Cette sagesse psychologique est l'un des enseignements les plus précieux de l'œuvre, dépassant largement le cadre du divertissement horrifique. Le concept de foyer, home, et son inversion cauchemardesque est l'un des motifs les plus effrayants de la série. La maison, lieu traditionnel de sécurité, devient souvent le lieu le plus dangereux, où l'intimité se retourne en piège. La série explore différentes configurations de maisons hantées, des manoirs décrépits aux pavillons apparemment normaux. Cette violation de l'espace domestique touche à une peur fondamentale de la perte du sanctuaire personnel. Les personnages n'ont souvent nulle part où se réfugier, nulle part où se sentir vraiment en sécurité. Cette instabilité spatiale fondamentale crée un état d'anxiété permanent, bien plus efficace que les monstres les plus spectaculaires. La série montre que le vrai cauchemar n'est pas de rencontrer le monstre dans la forêt, mais de le découvrir dans sa propre chambre, dans son propre lit. Cette terreur de la proximité, de l'intime corrompu, est l'une des plus grandes réussites horrifiques de l'œuvre. L'exploration des différentes formes de connaissances, scientifiques, intuitives, traditionnelles, mystiques, et de leurs limites face au mal est fascinante. Aucune forme de savoir ne suffit à elle seule à comprendre ou à vaincre l'entité. Une synthèse difficile est nécessaire. Les scientifiques échouent par excès de rationalisme, les mystiques par excès de crédulité, les intuitifs par manque de méthode. La série montre que seule une approche holistique, mêlant différentes épistémologies, peut appréhender la complexité de la menace. Cette réflexion sur les limites de la connaissance humaine face à l'inconnu est d'une profonde actualité. Elle rappelle que face aux défis complexes, écologiques, sociaux, existentiels, les réponses simplistes sont inadéquates. Cette humilité épistémologique est l'une des dimensions les plus matures de la série, qui évite soigneusement tout dogmatisme dans son approche du surnaturel. Le traitement de la fin et des conclusions, à la fois satisfaisante et ouverte, témoigne d'une maîtrise narrative remarquable. La série offre une résolution aux arcs principaux tout en laissant des questions en suspens, préparant d'éventuelles suites ou simplement respectant le mystère. Les personnages achèvent leur quête avec un mélange de victoire et de perte, évitant les happy ends faciles. La fin respecte la tonalité générale de l'œuvre, mélancolique mais pas totalement désespérée. Elle laisse entrevoir la possibilité d'une guérison future pour Derry, tout en rappelant que le mal n'est jamais définitivement vaincu. Cette conclusion à la fois fermée et ouverte satisfait le besoin de clôture narrative tout en préservant la richesse mythologique de l'univers. Elle rappelle que dans les grands récits d'horreur, la victoire est toujours temporaire, et que la vigilance est le prix de la sécurité. Cette sagesse narrative donne à la série une résonance durable bien après le générique de Fin. Et la série transcende le simple statut de préquel pour devenir une méditation profondément cinématographique sur la persistance du trauma dans l'ADN d'une communauté. Elle établit une cartographie minutieuse des zones d'ombre de Derry, où chaque rue, chaque bâtiment semble porter la mémoire fossile d'une violence ancienne. L'approche est moins centrée sur le monstre lui-même que sur le terreau sociologique qui permet sa perpétuation à travers les âges. Cette inversion de perspective confère à l'œuvre une gravité historique rare dans le genre horrifique. Elle démontre que l'horreur la plus efficace naît souvent de la lente accumulation de détails réalistes, créant un sentiment d'inéluctabilité bien plus angoissant que les jumpscares. La ville se révèle être un organisme aux défenses immunitaires compromises, répétant inlassablement les mêmes schémas d'aveuglement et de complicité passive. Cette lecture quasi-épidémiologique du mal donne une cohérence systémique à des phénomènes en apparence surnaturels. Les événements dramatiques ne sont pas des accidents mais les symptômes visibles d'une maladie chronique du tissu social. La série excelle à rendre palpable cette idée à travers la matérialité même des décors et la psychologie des habitants. Derry devient un personnage à la respiration lente et toxique, dont chaque expiration répand une mélancolie aussi persistante que le brouillard automnal sur ses rues. Cette personnification de l'espace urbain est l'un des grands triomphes créatifs de la production, fidèle à l'esprit le plus exigeant de l'œuvre originale de Stephen King. La construction des arcs narratifs obéit à une logique de tragédie grecque moderne, où les personnages sont aux prises avec un destin écrit avant leur naissance. Chaque tentative d'échapper au cycle de violence semble les y enliser davantage, créant une tension dramatique d'une puissance rare.
La série explore avec une finesse remarquable le concept de libre arbitre dans un univers où le mal possède une forme d'agence historique. Les choix des personnages, bien que sincères, apparaissent souvent comme des variations sur un thème prédéterminé par les générations précédentes. Cette impression de fatalité n'annule pas la tension dramatique mais la déplace vers le terrain de la prise de conscience et de la résistance morale. Les héros ne combattent pas seulement pour leur survie physique mais pour la possibilité même d'une histoire différente, d'une bifurcation dans la ligne temporelle maudite de Derry. Leur lutte revêt ainsi une dimension métaphysique qui transcende le cadre de l'horreur surnaturelle. La série évite l'écueil du pessimisme absolu en insufflant à ses personnages une résilience tacite, souvent exprimée par des gestes minuscules de solidarité ou de rébellion. Ces micro-résistances, bien que dérisoires face à l'ampleur de la menace, deviennent les véritables moments héroïques de l'intrigue. Elles rappellent que face à des systèmes oppressifs, qu'ils soient sociaux ou surnaturels, la dignité humaine réside souvent dans des actes de défiance apparemment insignifiants. L'utilisation de la lumière naturelle et artificielle mérite une analyse approfondie pour son rôle dans la création d'une atmosphère psychologiquement chargée. Les cinéastes exploitent magistralement les longues ombres portées du Maine, créant un monde où la frontière entre le réel et l'imaginaire est constamment brouillée. Les intérieurs sont souvent baignés d'une lumière tamisée, filtrée par des rideaux sales ou émise par des lampes à l'incandescence mourante, suggérant une réalité qui peine à maintenir son intensité. Les extérieurs, même en plein jour, semblent recouverts d'une pellicule grisâtre, comme si la ville entière était plongée dans un perpétuel crépuscule. Ce traitement visuel crée une impression de réalité appauvrie, dévitalisée, où les couleurs elles-mêmes semblent avoir fui pour échapper à la contamination. Les moments de lumière vive, lorsqu'ils surviennent, sont souvent associés à la violence ou à la révélation, comme des éclairs dans un ciel d'orage. Cette maîtrise de la palette lumineuse transforme chaque plan en une peinture à l'huile mélancolique, renforçant la tonalité générale de nostalgie et de perte. La photographie devient ainsi un personnage à part entière, racontant par ses choix esthétiques l'histoire d'un lieu où la joie ne peut plus trouver de refuge durable. La bande-son, loin de se limiter à une simple illustration musicale, construit une architecture sonore inquiétante qui envahit l'espace psychique du spectateur. Les compositeurs ont intelligemment mêlé des motifs orchestraux traditionnels à des paysages sonores électroniques expérimentaux, créant une fusion temporelle qui reflète la temporalité du mal à Derry. Les silences sont aussi éloquents que les moments de forte intensité sonore, chargés d'une attente angoissée qui pèse sur chaque scène. Les bruits ambiants, le craquement des bois, le grésillement des néons, le lointain sifflet d'un train sont subtilement déformés, suggérant une perception sensorielle altérée par la présence de l'entité. Les voix des personnages elles-mêmes semblent parfois filtrées, étouffées, comme si l'air de Derry absorbait les sons tout comme il absorbe l'espoir. Cette attention méticuleuse à la dimension acoustique de l'horreur crée une immersion sensorielle totale, engageant l'ouïe du spectateur dans le processus d'inquiétude. Le son devient une manifestation palpable de l'invisible, un moyen de rendre sensible ce qui échappe à la vision. Cette approche holistique de la terreur rappelle que la peur est une expérience multisensorielle, que la série restitue avec une remarquable fidélité physiologique. Les dialogues, d'une concision et d'une densité remarquables, fonctionnent souvent sur plusieurs niveaux de signification simultanée. Chaque réplique semble porter le poids de l'histoire non dite de Derry, créant un riche sous-texte qui enrichit considérablement la narration. Les personnages communiquent autant par ce qu'ils taisent que par ce qu'ils expriment, reflétant la culture du secret qui étouffe la ville. Les conversations apparemment banales contiennent souvent des indices subtils sur la nature de la menace ou les traumatismes passés. Cette économie de langage confère aux échanges une intensité dramatique constante, où chaque mot peut cacher une révélation ou un danger. Les silences entre les répliques sont chargés de sens non articulés, créant une tension linguistique aussi palpable que les moments d'horreur explicites. La série montre une maîtrise rare de l'art du sous-entendu, caractéristique des grandes œuvres dramatiques où la vérité émerge souvent entre les lignes. Cette sophistication dans l'écriture des dialogues élève le matériau narratif bien au-delà des standards du genre horrifique télévisuel. L'exploration des différentes formes de temporalité historique, psychologique, mythique, crée une richesse narrative exceptionnelle. La série entrelace habilement le temps linéaire de l'intrigue policière avec le temps cyclique du mythe et le temps traumatique de la mémoire refoulée. Cette superposition de régimes temporels génère une complexité fascinante, où le passé n'est jamais vraiment révolu mais demeure actif dans le présent sous forme de fantômes littéraux et métaphoriques. Les personnages sont constamment tiraillés entre ces différentes conceptions du temps, créant une dissonance cognitive qui reflète leur désorientation face aux événements surnaturels. La série utilise des dispositifs narratifs ingénieux à flashback, récits enchâssés, prolepses pour matérialiser cette intrication temporelle sans jamais perdre en clarté. Cette maîtrise du temps comme matériau dramatique confère à l'œuvre une profondeur philosophique rare,
rappelant que notre rapport au temps est fondamental dans notre construction du réel. En perturbant ce rapport, l'horreur atteint un niveau existentiel particulièrement perturbant. La représentation de l'enfance et de son imaginaire spécifique constitue l'un des aspects les plus justes et les plus touchants de la série. Les jeunes personnages ne sont pas de mini-adultes mais possèdent une psychologie authentiquement juvénile, avec ses peurs, ses croyances et ses modes de raisonnement particuliers. Leur imagination, souvent présentée comme une faiblesse dans les récits d'horreur traditionnels, devient ici une arme à double tranchant. Elle les rend vulnérables aux manipulations de Pennywise mais leur fournit aussi les outils conceptuels pour appréhender l'inconcevable. La série montre avec une grande sensibilité comment les enfants développent des systèmes explicatifs complexes pour donner sens à un monde qui leur échappe, mêlant logique enfantine et intuition profonde. Leurs jeux et leurs rituels secrets ne sont pas des divertissements innocents mais des tentatives de mettre de l'ordre dans un chaos qui dépasse leur entendement. Cette attention portée à la subjectivité enfantine est l'un des grands hommages de la série à l'esprit du roman original, qui plaçait l'expérience juvénile au cœur de sa réflexion sur la peur et le courage. Et la géographie sociale de Derry est cartographiée avec une précision sociologique remarquable, révélant les fractures et les hiérarchies invisibles qui structurent la communauté. La série explore les différentes strates de la population, ouvriers, petits commerçants, élites locales, marginaux et leurs relations complexes avec le mal qui les habite. Chaque groupe social développe des stratégies d'évitement et de déni spécifiques, adaptées à sa position dans l'échelle économique et symbolique. Cette différenciation subtile évite les généralisations faciles et donne à la ville une épaisseur humaine convaincante. Les tensions de classe, raciales et générationnelles ne sont pas de simples décors mais des moteurs dramatiques essentiels, nourrissant l'entité tout en étant exacerbée par elle. La série montre comment le mal surnaturel s'insère parfaitement dans les failles préexistantes du tissu social, les élargissant jusqu'à les rendre littéralement monstrueuses. Cette intelligence sociale dans la construction de l'univers diégétique est l'une des grandes forces narratives de la production. Le traitement des personnages secondaires, souvent négligés dans les œuvres de genre, est ici d'une richesse et d'une subtilité exceptionnelles. Chaque figurant, si mineur soit-il, semble posséder une histoire personnelle, des motivations propres, une psychologie crédible. Cette attention portée au rôle d'appoint donne à l'univers de Derry une densité et une cohérence remarquables, créant l'impression d'une communauté vivante aux prises avec l'extraordinaire. Les seconds rôles ne sont pas de simples faire-valoir ou des victimes potentielles mais apportent des perspectives complémentaires sur les événements, enrichissant la polyphonie narrative. Leurs réactions variées face à l'horreur, déni, fascination, résistance passive, collaboration active, dessinent une cartographie complète des attitudes humaines face à l'incompréhensible. Cette humanisation de l'ensemble des personnages, même les plus éphémères, renforce considérablement l'immersion du spectateur et l'impact émotionnel des scènes dramatiques. L'utilisation des symboles et des motifs récurrents crée une tapisserie narrative d'une grande complexité et cohérence. Des éléments apparemment disparates, un type particulier de grillage, une couleur spécifique, un motif architectural, tissent des liens subtils entre des scènes et des personnages séparés dans le temps et l'espace. Cette technique de la récurrence symbolique construit une grammaire visuelle et thématique qui donne à la série une unité artistique remarquable. Chaque répétition avec variation apporte un nouvel éclairage sur les thèmes centraux, créant un effet de profondeur et de résonance qui dépasse la simple linéarité narrative. Le spectateur attentif est récompensé par la découverte de ces échos et correspondances qui transforment l'expérience de visionnage en une enquête herméneutique passionnante. Cette richesse symbolique place l'œuvre dans la lignée des grandes réalisations sérielles contemporaines, où chaque détail mérite d'être scruté et interprété. L'exploration de la nature du pouvoir sous toutes ses formes en politique, économique, symbolique, surnaturel constitue l'un des questionnements les plus ambitieux de la série. Le pouvoir à Derry n'est pas unidimensionnel mais circule entre différentes instances, créant des alliances instables et des conflits latents. L'entité elle-même apparaît moins comme une source absolue de pouvoir que comme un catalyseur qui révèle et exacerbe les relations de pouvoir préexistantes. La série analyse avec acuité comment les différentes formes de pouvoir s'articulent, se renforcent ou s'annulent, dessinant une véritable anatomie de la domination dans une communauté en crise. Cette réflexion politique sophistiquée évite les simplifications idéologiques pour offrir une vision nuancée et complexe des mécanismes de l'autorité et de la soumission. Elle rappelle que l'horreur, comme genre, a toujours été un moyen privilégié pour interroger les structures de pouvoir et leurs effets sur l'individu et le collectif. La représentation de la nature environnante, loin d'être un simple décor, participe activement à la construction de l'atmosphère menaçante. Les forêts qui entourent Derry ne sont pas des espaces de refuge mais des lieux de perdition, où les lois de la physique et de la biologie semblent suspendues.
La série exploite magistralement l'ambiguïté fondamentale de la nature sauvage dans l'imaginaire américain, à la fois promise de régénération et menace d'anéantissement. Les éléments naturels, le vent, la pluie, la brume, deviennent des personnages à part entière, amplifiant l'angoisse des personnages et brouillant les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Cette animation de l'environnement naturel crée un sentiment d'encerclement et de vulnérabilité constant, rappelant que la civilisation à Derry n'est qu'une mince pellicule recouvrant des forces bien plus anciennes et indifférentes. Cette conception écologique de l'horreur, où l'environnement lui-même devient hostile, possède une résonance particulière à notre époque de crise environnementale. Le traitement du corps humain comme site de transformation et de violation est exploré avec une intensité qui va au-delà des conventions du genre. La série montre comment l'entité ne se contente pas de menacer les corps physiques mais les pénètre littéralement, les déforme, les utilise comme médium pour ses manifestations. Cette horreur corporelle touche à des peurs archaïques de contamination et de perte d'intégrité physique, renforçant l'impact viscéral des scènes les plus fortes. Les métamorphoses subies par les victimes ne sont pas de simples effets spéciaux spectaculaires, mais des métaphores puissantes de la vulnérabilité fondamentale de la condition humaine. Le corps devient le champ de bataille où se joue la lutte entre l'identité individuelle et les forces de dissolution qui la menacent. Cette attention portée à la dimension charnelle de l'horreur rappelle que la peur est d'abord une expérience physiologique avant d'être un état psychologique. L'exploration des différentes formes de savoir et de croyance face à l'inexplicable constitue l'un des fils conducteurs les plus fascinants de la narration. La série confronte systématiquement les explications scientifiques, religieuses, folkloriques et psychologiques des événements surnaturels, sans jamais privilégier définitivement l'une d'entre elles. Cette approche pluraliste reflète la complexité de toute expérience humaine face à l'extraordinaire, où différentes grilles d'interprétation peuvent coexister et s'affronter. Les personnages incarnent ces différentes épistémologies, créant des conflits intellectuels aussi captivants que les affrontements physiques. La série montre que face à l'abîme du mystère, aucune forme de connaissance n'est suffisante à elle seule, mais que leur confrontation peut produire des éclairs de compréhension. Cette humilité intellectuelle face à l'inconnu est l'une des qualités les plus rares et les plus précieuses de l'œuvre. La construction de l'antagoniste principal dépasse largement le statut de simple monstre pour devenir une véritable force métaphysique. Pennywise n'est pas une entité avec des motivations humaines compréhensibles mais une manifestation de principes plus fondamentaux, la peur, la dissolution, le chaos primordial. La série explore brillamment cette nature essentiellement aliène de l'entité, évitant soigneusement toute anthropomorphisation réductrice. Ces apparitions obéissent à une logique onirique plutôt que rationnelle, créant une impression d'arbitraire absolu particulièrement angoissante. Cette approche préserve le mystère central du personnage tout en approfondissant considérablement sa mythologie, satisfaisant à la fois les attentes des fans et les exigences d'un public neuf. La performance de Bill Skarsgård, à la fois hyper construite et apparemment spontanée, incarne parfaitement cette dualité entre forme reconnaissable et altérité radicale. L'utilisation des médias diégétiques en journaux, radio, télévision comme miroir déformant de la réalité derrienne est d'une grande finesse critique. La série montre comment l'information, loin de clarifier la situation, participe activement à l'opacification générale en diffusant des récits rassurants mais mensongers. Les médias locaux fonctionnent comme des organes d'auto-hypnose collective, permettant à la communauté de persévérer dans le déni tout en ayant l'illusion d'être informée. Cette analyse des mécanismes médiatiques de production du consentement à l'ignorance possède une pertinence sociologique aiguë, dépassant largement le cadre fictionnel. Les quelques personnages qui tentent d'utiliser les médias pour révéler la vérité se heurtent à des obstacles institutionnels et psychologiques insurmontables, illustrant la difficulté de briser les consensus toxiques. Cette réflexion sur le rôle des médias dans la construction sociale de la réalité ajoute une dimension politique essentielle à la narration. Le traitement du passage du temps à l'intérieur même de la série, à travers le vieillissement psychologique des personnages, est d'une justesse émotionnelle remarquable. On voit les jeunes protagonistes perdre progressivement leur innocence non pas de manière abstraite mais à travers une série d'épreuves concrètes qui laissent des cicatrices visibles. Ce processus de maturation forcée est rendu avec une grande sensibilité, évitant tout pathos facile au profit d'une observation minutieuse des microtransformations comportementales. Les personnages ne deviennent pas simplement plus durs ou cyniques mais développent des compétences de survie spécifiques, des modes de relations modifiés, une vision du monde irrémédiablement altérée. Cette attention portée à la psychologie du développement en situation extrême confère aux arcs narratifs une crédibilité et une puissance émotionnelle exceptionnelles. La série montre que le véritable coup de l'affrontement avec l'horreur n'est pas seulement physique mais identitaire, touchant à la construction même du soi. L'exploration des différentes formes d'amour familial, amical, romantique,
communautaires et de leur capacité à résister à l'horreur constitue le contrepoint émotionnel essentiel à la terreur. La série montre avec une grande subtilité comment les liens affectifs, loin d'être des faiblesses exploitables par l'entité, peuvent devenir des sources de force et de résilience inattendues. Ces relations ne sont pas idéalisées mais présentées dans toute leur complexité et leur fragilité, rendant d'autant plus précieux les moments de connexion authentiques. Les personnages découvrent que c'est souvent à travers les autres qu'ils trouvent le courage d'affronter l'innommable, que la solidarité n'annule pas la peur mais la rend supportable. Cette vision humaniste, qui place les relations interpersonnelles au cœur de la résistance au mal, constitue l'un des messages les plus profonds et les plus réconfortants de l'œuvre. Elle rappelle que face aux forces de dissolution, c'est souvent dans le lien à autrui que se niche la possibilité de la préservation de soi. La construction des scènes d'horreur obéit à une progression savamment calculée, respectant les principes classiques de la montée en tension tout en les renouvelant par des trouvailles formelles ingénieuses. Chaque séquence effrayante est soigneusement préparée par un travail préalable sur l'ambiance et la psychologie des personnages, garantissant un impact maximal. La variété des techniques employées, horreur suggestive, monstres visibles, perturbation de la réalité en maintient l'intérêt du spectateur en évitant la répétition et la lassitude. Les moments de répit entre les scènes d'horreur ne sont pas de simples pauses mais des périodes de tension latente où l'angoisse continue de sourdre à travers les détails apparemment anodins. Cette maîtrise du rythme horrifique témoigne d'une compréhension profonde des mécanismes de la peur au cinéma, alliant tradition et innovation avec un équilibre remarquable. La série prouve ainsi que l'horreur télévisuelle peut atteindre des sommets d'efficacité habituellement réservés au grand écran. Le traitement de la mémoire traumatique comme force active dans le présent est exploré avec une profondeur clinique et philosophique rare. La série montre comment les événements non résolus du passé continuent de hanter les personnages, se manifestant sous forme de flashbacks, de cauchemars ou de réactions physiques incontrôlables. Cette mémoire n'est pas un simple souvenir mais une présence intrusive qui altère la perception de la réalité et le fonctionnement psychique. Les personnages doivent apprendre à négocier avec ces réminiscences traumatiques sans se laisser submerger, dans un équilibre précaire entre refoulement et reviviscence. Cette exploration de la psychologie du trauma ajoute une dimension humaine essentielle à l'horreur surnaturelle, rappelant que les fantômes les plus tenaces sont souvent ceux que nous portons en nous-mêmes. La série suggère que la guérison, si elle est possible, passe par une forme d'intégration de cette mémoire douloureuse plutôt que par son éradication. La série, ça. Bienvenue à Derry opère une métamorphose fondamentale de la matière première horrifique en élaborant une véritable phénoménologie de la peur urbaine. Chaque plan, chaque séquence, chaque choix de mise en scène participe à l'élaboration d'une angoisse qui n'est plus seulement liée à un monstre identifiable mais à la désintégration même des catégories rationnelles face à l'expérience. La ville se révèle être un organisme dont les systèmes immunitaires symboliques ont progressivement cessé de fonctionner, laissant libre cours à des forces qui minent sa cohérence de l'intérieur. Cette approche transforme le récit d'horreur en une étude de cas sur la façon dont les communautés humaines répondent, ou échouent à répondre, à l'effondrement de leur propre réalité consensuelle. Les personnages ne luttent pas seulement pour leur survie physique mais pour la préservation d'un monde intelligible où les lois de cause à effet conservent une validité minimale. Cette dimension métaphysique, présente en filigrane dans chaque interaction, élève le conflit au rang de bataille pour le sens lui-même, où chaque victoire contre l'entité représente une réaffirmation temporaire de la logique humaine contre le chaos informe. L'architecture narrative de la série fonctionne selon une logique de contamination progressive où l'horreur ne se propage pas de manière linéaire mais infecte le récit à différents niveaux simultanément. Les intrigues parallèles, enfantines, militaires, historiques, ne sont pas simplement entrelacées mais se répondent en écho, créant des résonances thématiques qui approfondissent constamment la compréhension du spectateur. Cette structure en réseau permet d'explorer la menace sous des angles multiples sans jamais épuiser son mystère fondamental, préservant ainsi une part essentielle d'opacité nécessaire à l'efficacité horrifique. Chaque révélation concernant l'entité ou le passé de Derry ouvre simultanément de nouvelles questions, maintenant un équilibre précaire entre illumination et obscurité qui caractérise les grands récits fantastiques. La série maîtrise l'art de la suggestion, comprenant que l'imagination du spectateur, une fois activée par des indices judicieux, produit des terreurs bien plus personnelles et profondes que n'importe quelle image explicite. Cette économie de moyens narratifs crée une expérience à la fois intellectuellement stimulante et viscéralement inquiétante, où le cerveau devient le complice involontaire de sa propre peur. Et la conception sonore mérite une analyse distincte tant elle dépasse le simple accompagnement pour devenir une véritable contre-narration souterraine. Les bruissements, chuchotements et gémissements qui habitent la bande-son ne se contentent pas de signaler la présence de l'horreur mais en matérialisent la texture psychique, créant une ambiance de paranoïa auditive où chaque son devient potentiellement menaçant. L'utilisation stratégique du silence,
Ces moments où toute musique et presque tout bruit ambiant disparaissent génèrent une tension d'autant plus insupportable qu'elle contraste avec la richesse sonore des séquences environnantes. Les voix des personnages elles-mêmes subissent des traitements subtils selon les situations, devenant étouffées, lointaines ou déformées pour refléter la distorsion de la réalité qu'ils expérimentent. Cette orchestration sonore sophistiquée crée un paysage auditif où les frontières entre le diégétique et le non-diégétique deviennent volontairement floues, immergeant le spectateur dans un état de perception incertaine qui reflète celui des personnages. Le son devient ainsi le médium par lequel l'entité infiltre la conscience même du spectateur, réalisant une forme d'horreur d'autant plus efficace qu'elle contourne les défenses rationnelles. Les décors et la direction artistique construisent une topographie de la mélancolie où chaque espace raconte l'histoire de son propre déclin. Les intérieurs domestiques, avec leurs papiers peints défraîchis et leur mobilier désuet, témoignent moins d'une époque révolue que d'une stagnation temporelle, comme si Derry était resté piégé dans un passé qui refuse de passer. Les espaces publics, bibliothèques, cinémas, dîners, conservent une apparence de normalité qui rend d'autant plus inquiétante leur vacuité progressive, leur transformation en coquilles vides où plus personne ne semble véritablement vivre. Les lieux de passage, rues, ponts, égouts, deviennent des zones de non-droit où les règles ordinaires de sécurité et de sociabilité cessent soudainement de s'appliquer. Cette attention méticuleuse à l'environnement bâti crée un sentiment de claustrophobie spatiale même dans les plans les plus larges, comme si les murs eux-mêmes retenaient la mémoire des violences passées et se préparaient à les rejouer. Chaque décor semble chargé d'une intention malveillante, participant activement à la construction d'une atmosphère où l'hostilité n'est pas le fait d'un agent unique mais émane de l'espace lui-même. La caractérisation des personnages secondaires et tertiaires révèle une compréhension profonde de la manière dont les sociétés produisent et maintiennent les conditions de leur propre aliénation. Ces figures souvent marginales, l'employé municipal cynique, le commerçant méfiant, le retraité solitaire, incarnent différentes stratégies d'adaptation à un environnement toxique, du déni le plus obstiné à la résignation la plus amère. Leurs interactions avec les protagonistes principaux ne servent pas seulement à faire avancer l'intrigue mais à cartographier le champ des possibles réactions humaines face à l'inexplicable, créant une sociologie de la peur d'une remarquable finesse. Chaque personnage, même le plus éphémère, semble posséder une histoire implicite, des motivations complexes, une psychologie crédible qui dépasse largement sa fonction narrative immédiate. Cette humanisation de l'ensemble de la distribution crée une impression de communauté vivante et cohérente, renforçant d'autant l'impact dramatique lorsque cette communauté se révèle incapable de protéger ses membres. La série montre ainsi que le véritable drame de Derry n'est pas seulement la présence d'un monstre mais l'échec collectif à former un nous capable de lui résister. L'exploration du temps comme dimension active de l'horreur constitue l'une des innovations narratives les plus remarquables de la série. Le passé à Derry n'est pas une succession d'événements révolus mais une strate géologique toujours active, dont les failles et les fractures déterminent les possibilités du présent. La série utilise des techniques de montage ingénieuses, superposition, fondu enchaîné, éco-visuel, pour matérialiser cette persistance du passé dans le présent, créant une impression de temporalité palimpseste où différentes époques coexistent et s'interpénètrent. Les personnages ne sont pas seulement confrontés aux événements actuels mais doivent négocier constamment avec l'héritage traumatique de leur famille, leur classe sociale, leur genre, leur race, tous ces passés qui les précèdent et les conditionnent. Cette conception du temps comme matière malléable et souvent hostile transforme chaque choix en un geste à la fois individuel et historique, chargé du poids des générations précédentes. La série suggère que l'horreur, à Derry, est moins une invasion qu'une résurgence, la remontée à la surface de violences longtemps enfouies mais jamais vraiment résolues. Le traitement de la violence institutionnelle, militaire, policière, médicale, révèle une critique sociale acérée qui dépasse largement le cadre du divertissement horrifique. L'intrigue militaire n'est pas un simple prétexte pour introduire des éléments d'action mais une exploration approfondie des mécanismes par lesquels les bureaucraties modernes peuvent s'aveugler au point de vouloir instrumentaliser l'indicible. La série montre comment le langage technocratique, les chaînes de commandement, les protocoles standardisés deviennent des moyens d'éviter de penser l'horreur dans sa spécificité, de la réduire à un problème gestionnaire comme un autre. Cette analyse de la rationalité instrumentale face à l'irrationnel possède une pertinence philosophique certaine, rappelant les dangers d'une pensée qui croit pouvoir tout mesurer, tout classer, tout contrôler. Les scènes se déroulant dans la base aérienne contrastent délibérément avec l'esthétique générale de la série par leur froideur clinique, leur éclairage fluorescent, leur ordre apparent, mais cet ordre n'est qu'un leurre qui cache une incompréhension fondamentale de la nature de la menace. Cette confrontation entre deux types de rationalité, l'une administrative, l'autre mythique, produit certains des moments les plus riches et les plus inquiétants de la narration. Et la représentation des relations intergénérationnelles explore les différentes façons dont le trauma se transmet, se transforme ou se répare à travers le temps.
Les adultes de Derry ne sont pas simplement des figures d'autorité défaillantes mais des produits de leur propre enfance dans cette ville maudite, portant les cicatrices de rencontres avec l'horreur qu'ils n'ont jamais pu pleinement intégrer. Leurs interactions avec les enfants révèlent souvent moins un manque de compréhension qu'une reconnaissance refoulée, une mémoire traumatique qu'ils s'efforcent de ne pas réactiver. Cette complexité psychologique évite le manichéisme facile et crée des situations d'une grande subtilité dramatique, où les silences et les non-dits en disent souvent plus que les dialogues. La série montre comment la rupture de communication entre générations n'est pas un accident mais une condition nécessaire au maintien du cycle de violence, car c'est précisément dans cette rupture que l'entité trouve l'espace pour opérer. Les moments de connexion authentique entre adultes et enfants, bien que rares, acquièrent ainsi une valeur exceptionnelle, représentant autant de brèches dans le système de reproduction du mal. L'utilisation du folklore local et des légendes urbaines comme forme de connaissance alternative constitue l'un des aspects les plus fascinants de la construction mythologique. Ces récits, transmis oralement, déformés par le temps et la peur, contiennent pourtant des noyaux de vérité essentiels sur la nature de l'entité et l'histoire de Derry. La série montre brillamment comment la connaissance n'est pas toujours le produit de la recherche rationnelle mais peut émerger de traditions populaires, de l'intuition collective, de la sagesse pratique des marginaux. Les enfants, en recueillant et en confrontant ces fragments de savoir hétérogènes, accomplissent un travail de bricolage intellectuel qui s'avère souvent plus efficace que les approches institutionnelles. Cette réhabilitation des formes non académiques de connaissance possède une dimension politique certaine, suggérant que la vérité sur une communauté réside souvent dans ses marges plutôt qu'en son centre. La série construit ainsi une épistémologie de l'horreur où le rationnel et l'irrationnel, le scientifique et le mythique, doivent apprendre à coexister et à se féconder mutuellement pour produire une compréhension opératoire de la menace. La conclusion narrative, loin d'offrir une résolution définitive, préserve délibérément une part d'ambiguïté et d'ouverture qui respecte la complexité des thèmes abordés. Les personnages principaux achèvent leurs arcs avec un mélange de victoire et de perte, de guérison et de cicatrices permanentes, évitant ainsi le piège des fins moralisatrices ou excessivement optimistes. La série comprend que l'horreur, surtout lorsqu'elle est aussi profondément enracinée dans les structures sociales et psychologiques, ne peut être vaincue de manière définitive mais seulement contenue temporairement. Cette conclusion modeste mais non désespérée correspond parfaitement à la tonalité générale de l'œuvre, qui a toujours privilégié la nuance sur la simplification, la complexité sur le manichéisme. Les portes laissées ouvertes pour de futures explorations ne sont pas de simples artifices commerciaux mais des reconnaissances de la richesse et de la profondeur de l'univers créé, invitant le spectateur à poursuivre par lui-même la réflexion engagée. Cette confiance dans l'intelligence du public, cette résistance à la tentation de tout expliquer, constitue peut-être le plus bel hommage que la série pouvait rendre à l'esprit de l'œuvre originale de Stephen King.